France 3, vous êtes au bon endroit. Bonsoir à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Des élus savoyards en appel à l'État dans le dossier Graphtech. Cette entreprise basée à la Léchère doit être délocalisée en Italie. Les employés ont reçu leur lettre de licenciement et les machines s'arrêteront de tourner ce vendredi. Et pourtant, un repreneur s'est fait connaître auprès du groupe américain auquel appartient Graphtech. Plusieurs communes de Haute-Savoie font l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Après les pluies torrentielles de mai dernier, les particuliers peuvent ainsi faire appel à leur assurance pour le remboursement des biens endommagés. Mais c'est plus compliqué pour les collectivités dont les équipements ou les terrains ont été touchés. Exemple à Flumet dans ce journal. Et puis suite de notre série d'été consacrée, vous le savez, à la randonnée sur leur GR5 entre Léman et Méditerranée, avec la question aujourd'hui des refuges connectés. 40% d'entre eux ont le Wi-Fi. Ça paraît peu, mais vous allez le voir, ce n'est pas une priorité pour les randonneurs. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale qui reviendra notamment sur la saison touristique qui démarre très fort. Premier bilan de l'été, l'Hexagone attire de plus en plus de vacanciers français et étrangers. Et puis Jean-Marie Le Pen remporte une nouvelle bataille dans la guerre politico-judiciaire qui l'oppose à sa fille Marine. La Cour d'appel de Versailles a confirmé aujourd'hui l'illégalité du vote par correspondance des militants. Un scrutin censé aboutir à l'éviction de son président d'honneur. Mais d'abord, on débute ce journal avec cette mauvaise nouvelle pour les habitants de Bourdeau, en Savoie. L'eau de la commune n'est plus potable et très vite, un service de distribution d'eau en bouteille a été mis en place. Le point aujourd'hui avec le reportage de Claudine Longhi-Bernard et Jean-Christophe Solari. Combien vous êtes chez vous? Alors, là, en ce moment, on est 4. Alors 4, vous avez droit à un pack complet là. Voilà. Je note un pack. Ça fait 5 jours maintenant que les habitants de Bourdeau viennent chercher en mairie leur ration quotidienne d'eau en bouteille. Après la grêle et les glissements de terrain début juin, l'orage de la semaine dernière a eu raison de la qualité de l'eau. Sur les hauteurs du village, au point de captage, la nature ne remplit plus son office. Là, on a l'exemple typique de ce qui s'est passé au début du mois, avec des éboulis qui sont descendus sur à peu près 5 à 600 mètres et de l'eau qui a lessivé complètement le terrain. Et donc on a ces mêmes types de canaux au-dessus de nos sources où là il n'y a plus aucun élément filtrant pour pré-nettoyer l'eau avant qu'elle s'infiltre et qu'elle atteigne la source. Aux 300 foyers et vacanciers s'ajoutent les commerçants du village que la mairie alimente aussi. On fait avec les moyens qu'on nous donne, donc tout va bien. La mairie nous a bien donné des packs en fonction, donc on a fait un peu de petite restauration. Donc on fait tout, les glaçons, la cuisine, l'eau pour les verres, pour les carafes, avec de l'eau minérale. Mais ça se passe bien. Et puis il y a les personnes âgées qui apprécient d'être livrées à domicile par Maxime, un jeune bénévole de la commune. C'est très très bien d'être au secours de la population. Vous appréciez ? Oui, bien. On est gâtés. Un traitement au chlore a été réalisé sur le réseau de distribution communale. Les résultats sont attendus dans la journée de mercredi, mais Météo France annonce un nouvel épisode pluvieux qui risque de compromettre le retour rapide de l'eau potable au robinet. En Savoie, toujours, les machines de l'entreprise Graphtech à la Léchère s'arrêteront de tourner ce vendredi. La direction souhaite toujours délocaliser la production en Italie. 51 salariés sont concernés et les élus en appellent à l'État pour que l'entreprise reste en Savoie, d'autant qu'un repreneur s'est fait connaître. Sophie Pellerin, Yves-Marie Glos. Pendant 4 mois, ils ont manifesté pour tenter d'empêcher leur patron américain de fermer leur entreprise en Tarentaise. Ce matin, ce délégué syndical n'a plus de banderole entre les mains, mais son curriculum vitae de tourneur-fraiseur pour un premier entretien de reclassement. L'atelier dans lequel il travaille depuis 23 ans sera mis à l'arrêt vendredi, alors que l'activité ne manque pas. Il y a toujours des commandes. Le carnet de commandes était relativement bien plein jusqu'en fin d'année. Mais c'était une décision de restructuration de la part de Graphtech, mais c'était plus une décision financière qu'industrielle. En mars dernier, Graphtech a décidé de faire des économies en concentrant son activité de fabrication de pièces en graphite sur son unité de Malonneau en Italie, où les machines du site savoyard s'apprêtent à déménager.
Nous, en tant qu'élus, nous sommes en colère de la tournure des événements. Je veux dire, il y a une forte accélération, on veut enlever les machines du site. Et alors qu'il y a une offre de reprise qui est encore à étudier sur le fond. Un entrepreneur local a en effet proposé de reprendre au moins 8 des 51 salariés. À ce projet porté par l'Agence économique de Savoie, GrafTech n'a pas apporté de réponse. Le conseil départemental en appelle donc au ministre de l'économie. L'objectif, c'est de mobiliser tous les services de l'État, y compris la gendarmerie s'il le faut, y compris les CRS, pour que le déménagement n'ait pas lieu, puisque ce qui est envisagé, c'est un déménagement des machines en Italie. On nous annonce, d'après ce que l'on peut avoir ici ou là, que 60% des clients vont être perdus, alors qu'on a un industriel qui est prêt à garantir la reprise de 10 emplois au début, ce qui est déjà bien, puis ensuite de continuer à développer cette entreprise qui a des carnets de commandes qui sont bons à ce jour. Comment peut-on expliquer ça ? Si la direction savoyarde de GrafTech n'a pas souhaité être interviewée, elle nous a affirmé que ce projet de reprise était toujours à l'étude. Le déménagement des machines vers l'Italie doit débuter lundi prochain. C'est du jamais vu. Le préfet de l'Isère poursuit en justice le département. Cela concerne la ligne SNCF Rives-Saint-Rambert-d'Albon. Cette ligne est inutilisée depuis de nombreuses années. Sa remise en service est envisagée à long terme. Mais ce projet est remis en cause après des travaux routiers effectués par le département de l'Isère. Les détails avec Johan Etienne. Menacée pendant plusieurs années de fermeture, la ligne ferroviaire Rives-Saint-Rambert-d'Albon, principalement destinée au fret, n'a cependant jamais été déclassée. Sa réouverture est inscrite au schéma régional des transports Rhône-Alpes à l'horizon 2030. Sauf qu'à l'heure actuelle, sa remise en service est impossible. La raison, les travaux routiers opérés par le département de l'Isère le long de la ligne. En 2005, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports décide d'engager une action en justice pour dénoncer ces emprunts routiers de la voie ferrée par le département. À la suite d'un recours, en octobre dernier, la Cour d'appel de Lyon a jugé illégales ces autorisations de travaux. Réseau Ferré de France, propriétaire de la ligne, a donc été condamné à engager des poursuites contre le département. En juin dernier, la SNCF a dû dresser des procès-verbaux d'infraction pour les 6 chantiers routiers concernés. La préfecture a également engagé des poursuites contre le département pour la remise en état du domaine public ferroviaire, une première en France. Le tribunal administratif de Grenoble a donc été saisi de l'affaire. Avec cette nouvelle action en justice, les usagers espèrent obtenir le réaménagement de ces passages routiers et ainsi préserver l'avenir de la ligne. La commune de Flumet fait partie des communes pour lesquelles on a retenu l'état de catastrophe naturelle et ce après les pluies torrentielles qui s'étaient abattues le 1er mai dernier. Une aubaine pour les particuliers dont les biens ont été endommagés, mais c'est plus compliqué en revanche pour les collectivités dont les équipements ou les terrains ont été touchés. Jean-Christophe Pain, Jean-Pierre Rivet. Début mai, à Flumet, c'était le déluge. La base de loisirs municipale, totalement dévastée. Mais après 5 semaines de travaux d'arrache-pied, la saison d'été fut sauvée. Le seul problème maintenant, c'est le financement des travaux. Au total, 600 000 €. L'état de catastrophe naturelle ne concerne que les biens assurés, 40 000 € maximum. Donc, en ce qui nous concerne, les biens assurés, on espère un peu sur le tennis, les jeux pour enfants, des choses comme ça, mais tout ce qui est donc remise en état du plan d'eau et surtout aussi du parking des Évêtes, pied de piste, là, une catastrophe naturelle, on ne pourra rien obtenir. Quelques kilomètres plus haut, dans la petite station de la Gietta, c'est encore pire. La piste de liaison avec Megève-Combloux, le domaine des Portes du Mont-Blanc, est complètement bouchée. Pourtant, c'est un enjeu essentiel. La Gietta, sans cette liaison, n'est pas viable. Si ces pistes ne sont pas remises en état, la station sera fermée pour cet hiver. Donc c'est hyper important qu'on ait des aides et qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Dans l'urgence, le maire a lancé des travaux d'envergure pour plus d'1 600 000 €. Ce qui a été surtout qui a été difficile, c'est de m'engager à signer des marchés avec les différentes entreprises sans savoir où j'allais, sans savoir le financement qu'on allait pouvoir obtenir à l'avenir. Donc c'est vrai que le mois de mai, je ne dormais pas tranquille, à vrai dire. Le 22 juillet, une mission interministérielle est venue évaluer la situation. Mais on ne sait pas encore si l'État débloquera les fonds de calamité publique. Le département de la Savoie pourrait compléter ce financement. Au final, bien des questions restent en suspens. Les lacs de montagne sont des objectifs très prisés des touristes et autres randonneurs. On vient chercher la beauté des paysages et puis avec un peu de chance, on peut aussi tenter de s'y baigner. Exemple en Isère, dans le massif du Taillefer avec Françoise Gué et Florine Hébas. Pour les Grenoblois, c'est l'un de leurs lacs préférés. Mais pour Madeleine et Louis, partis ce matin de Voiron,
L'objectif n'est pas très clair. Vous visez quel lac? Comme il y a plusieurs lacs, je ne me rappelle plus du nom en fait. Lac Fourchu peut-être? Fourchu, c'est ça, tout à fait, oui. Le lac Fourchu, au cœur du massif du Taillefer. Une balade courte mais escarpée, 350 mètres de dénivelé entre forêt, alpages et pierriers. Et là-haut, le paradis. Super, magnifique. Moi, je vais revenir. Sur ce plateau suspendu à plus de 2000 mètres d'altitude, les meilleurs petits coins au bord de l'eau sont pris d'assaut. Mais aujourd'hui, avec un fond d'air frisquet, même les plus téméraires ont du mal à faire trempette. Elle est comment l'eau? Très froide. On a envie d'y aller, mais en fait, je crois que c'est pas très permis parce que en fait, c'est un lac plutôt protégé naturel, je pense. Et quel est votre programme cet après-midi? On va essayer de toucher la neige là-bas. Titouan, Paul et les autres, des cousins montés pique-niquer au bord du lac avec papa, maman, tonton, tata et grand-mère. Une rencontre annuelle pour cette grande famille dispersée aux quatre coins de la planète et réunie pour la première fois en Isère. Nous découvrons tous ensemble, je crois que personne n'avait déjà vu ce lac. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venus ici? Une belle fille en diamant qui nous a montré, qui voulait nous faire découvrir les merveilles de son pays. Et elle nous a emmenés ici. Je trouve qu'elle a raison. Quant à Madeleine et Louis, l'heure n'est plus à la contemplation. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ah bah devinez. Déjeuner. J'ai faim. Manger, se reposer, retarder le plus possible le moment de redescendre. Et on reste en montagne puisque vous le savez, notre série d'été est consacrée cette semaine à la randonnée avec un coup de projecteur sur le GR5, cet itinéraire entre le Léman et la Méditerranée. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux refuges présents sur le parcours. Certains sont connectés, d'autres non. Mais vous allez le voir, les touristes s'adaptent. Jean-Christophe Pain, Vincent Abran, Mélanie Ducré. Le GR5, au-dessus de Sixte Fer à Cheval, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, avec Caroline de l'association GTA, nous montons au refuge Alfred Wills, un pionnier parmi les refuges connectés. Allez, go! Dès 2009, le refuge Wills et 8 autres se lançaient dans la Reza Online pour faire le tour des Fises. Depuis, beaucoup d'autres s'y sont mis, notamment les tours de la Vanoise, du Tabor et du Mont Blanc. Sur le GR5, on a à peu près 100 hébergements référencés tout au long de l'itinéraire et on en a à peu près 40% qui proposent un système de réservation en ligne. Ah, ça veut dire que c'est pas encore l'immense majorité. Hein. C'est pas l'immense majorité, on y vient, on y travaille, mais voilà, après il y a quelques résistances, il y a des problèmes des fois d'électricité, de volonté. Et... Oui, de nombreux gardiens préfèrent encore aujourd'hui, plutôt qu'un simple clic, un vrai contact téléphonique. Au refuge Wills, justement, Bruno voudrait entre autres faire évoluer la Reza Online vers du conseil aux randonneurs. Tu vois, il n'y avait pas de toilettes au refuge. Regarde, ça semblerait complètement idiot de dire bah non, je ne veux pas mettre de toilettes parce qu'il n'y en avait pas et je suis un garant de l'alpage et je ne vais pas mettre de toilettes, quoi. Toi, ça semble complètement aberrant, quoi. Est-ce que dans quelques années, on ne dira pas la même chose avec le Wi-Fi? On ne sait pas, quoi. Sur le Wi-Fi en randonnée, Anne de Versailles a sa petite idée. Son périple sur le GR5, elle l'a bien préparé. Anne a enregistré tous les topos sur son smartphone. Du coup, elle peut suivre son cheminement en temps réel, rien qu'avec le GPS, même sans connexion réseau. Si pendant 3 semaines, je n'avais pas de Wi-Fi, pas de réseau, là vraiment je serais ennuyée. Mais là, bon, je sais que demain je vais passer aux Ouches, donc je vais avoir un peu de Wi-Fi et tout, je vais pouvoir me reconnecter, regarder, voir, bon, et puis après, à nouveau, je passe dans un coin où il y a moins de Wi-Fi, mais bon, je sais pas, le Wi-Fi après... Pour Louise et Théophile, pas de Wi-Fi, pas de Facebook aujourd'hui. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de s'en servir là pour un jour en tout cas, on fait une coupure quoi, une vraie coupure. Ça veut dire qu'on arrive à s'en passer finalement? Pendant une journée, pas plus. Hein. De plus en plus souvent, Bruno doit expliquer à ses clients que sa connexion Wi-Fi, comme son système électrique, ne sont pas assez puissants pour satisfaire tout le monde. Bruno, il va falloir s'y mettre, c'est l'avenir. Exactement, on a imaginé avec un tour opérateur installer un système électrique indépendant
Le tour opérateur me fournit un panneau solaire, une batterie et une prise et je le réserve en priorité à ses clients pour qu'ils puissent recharger parce qu'ils voudraient faire du géo-touring. Géocaching, quoi. D'après un sondage réalisé en 2014, le Wi-Fi n'arrive qu'en 7e position finalement des services attendus par les randonneurs itinérants. Il y a déjà le confort, avoir des petites chambres, avoir un petit déjeuner matinal, avoir des repas adaptés. Et le Wi-Fi vient après, en même temps que la prise électrique. Nous, dans les hébergements du GR5, ils sont à peu près un quart à le proposer. Le confort, justement. Nous en parlerons demain avec Nadette et Claude, gardiens du refuge Buffer, dans la haute vallée de la Clarée. La suite de notre randonnée. Et une découverte à présent dans cette édition. Nous vous emmenons sur la commune d'Ivoire, en Haute-Savoie. Tout au bord du lac Léman s'étend le domaine de Rovorey-la-Châtaignière, un espace de détente et de culture. Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Niché au bord d'une perle bleu azur et au creux d'un écrin de verdure, le domaine de Rovorey-la-Châtaignière s'étend sur 24 hectares. Au centre du domaine s'élèvent 2 propriétés publiques. Le château de Rovorey. Il est fait mention de cet ancien manoir féodal dès 1276, époque où le château dépend des sires de Faucigny, puis en 1307 il devient un fief de Savoie. À l'autre extrémité de la propriété se dresse la Châtaignière. Cette maison a été construite pour une famille de soyeux lyonnais qui s'appelait les Causons. Elle a été construite en 1926 comme maison de villégiature. Voilà, ils ont résidé ici jusqu'à dans les années 70. Elle est ensuite laissée à l'abandon. Mais fort judicieusement, le Conservatoire du littoral en fait l'acquisition en 1993. L'intérêt, c'était de préserver le site, qui est d'ailleurs classé espace naturel sensible désormais. Et c'était également de l'ouvrir au public, voilà, d'en faire bénéficier les gens. La Châtaignière doit son nom aux nombreux châtaigniers, plusieurs fois centenaires, qui l'entourent. Autre intérêt, sur sa façade lacustre, le lieu abrite un splendide arboretum, œuvre de l'architecte genevois Maurice Turrettini. Il permet aux visiteurs de découvrir sur plus d'1 kilomètre des espèces remarquables désormais accessibles à tout le monde. On a également mis en place des infrastructures, ça c'est surtout la partie effectuée par la direction de l'aménagement et de l'environnement. Qui a donc fait créer ce très beau chemin piétonnier qui permet aux personnes en situation de handicap de rejoindre les 2 bâtisses et d'accéder facilement à la Châtaignière dans lequel on met des activités spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Jusqu'au 31 octobre, la Châtaignière, centre culturel régional, accueille l'exposition Pourpoint, Mantel et Chaperon se vêtir à la cour de Savoie. Peintures, objets et costumes d'époque permettent aux visiteurs de découvrir les grands moments de l'évolution du vêtement à la fin du Moyen Âge. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, l'édition des locales, puis l'édition nationale. Je vous retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle soirée.